Parfois, le poids des soucis quotidiens devient presque insupportable. C'est bon d'avoir des personnes proches qui peuvent soutenir et comprendre, car sans ce soutien, tout pourrait se terminer de façon tragique. Henley Bernstein est née le 5 avril 1959 dans la ville polonaise de Białystok, où elle a passé ses premières années. Une fois adulte, elle a décidé de déménager au Canada à la recherche de nouvelles opportunités et d'un nouveau départ. Pour vivre, elle a choisi la grande ville de Mississauga dans la province d'Ontario. C'est la 6e plus grande agglomération du Canada avec une population culturellement diverse. L'attraction principale de la ville est un vaste parc au bord du lac Ontario avec une plage de sable et des vues pittoresques. C'est précisément là que l'héroïne de notre histoire a rencontré son futur mari, Monsieur Corubin. Le vrai nom de l'homme n'est pas révélé pour des raisons de protection des données. Bientôt, le couple s'est marié et Anne a adopté le nom de famille de son mari. En 1987, leur première fille, Caroline, est née et 1 an plus tard, Catherine. La femme s'est consacrée aux tâches ménagères et à l'éducation de ses filles, tandis que son mari subvenait aux besoins de la famille. Bien qu'il semblait être un couple heureux de l'extérieur, l'homme s'est rapidement lassé des obligations familiales et n'a montré aucun intérêt à communiquer avec ses filles. La vie de famille l'a vite ennuyé. Avec la croissance des filles, les différends entre les époux n'ont fait qu'augmenter. Finalement, ils ont pris la décision de divorcer. Pour Anne, des temps difficiles ont commencé, surtout après que son ex-mari ait renoncé à ses devoirs parentaux. Pour le forcer à payer une pension alimentaire, elle a dû aller devant les tribunaux et le processus s'est prolongé. La jeune mère faisait face à de sérieux défis, tant financiers qu'émotionnels. Pour survivre et subvenir aux besoins de sa famille, elle devait urgemment trouver une source de revenus. À un certain moment, elle travaillait même simultanément à 2 endroits, pratiquement sans repos ni jour de congé. Sans aucun doute, c'était extrêmement épuisant. Malgré tous ces efforts, les revenus suffisaient à peine pour les 3, et il ne restait plus d'énergie pour s'occuper pleinement des enfants. Pendant cette période, Caroline et Catherine restaient souvent sans l'attention de leur mère, qui était constamment absente pour le travail. Anne a sombré dans la dépression et a ressenti une solitude écrasante. La situation épuisait progressivement ses forces, aggravée par le fait qu'elle était loin de chez elle et n'avait pas la possibilité de rencontrer ses proches pour une conversation réconfortante. Elle rêvait d'une nouvelle relation, d'un mariage et du soutien d'un partenaire fiable. Cependant, elle n'avait même pas le temps pour ses propres enfants, encore moins pour des rencontres personnelles. Anne ne pouvait même pas nouer des amitiés ici, car cela demandait du temps qui lui manquait cruellement. À la recherche de soulagement, elle s'est tournée vers l'alcool. Elle a commencé à boire un peu après le travail pour se détendre et s'endormir rapidement. Un véritable rayon d'espoir a été la rencontre d'un homme nommé Doug. Ils se sont rencontrés et ont commencé à communiquer sur l'un des lieux de travail d'Anne. Avec le temps, la femme a présenté son élu à ses filles. Il semblait être une personne décente et un partenaire prometteur, alors le couple a décidé de se marier. Au début, tout se passait bien, et Anne pensait qu'elle avait enfin trouvé le bonheur tant attendu et que sa vie allait s'arranger. Après la naissance de leur fils Robert, dans la première année de mariage, les relations entre les époux se sont considérablement compliquées. Dans la vie familiale, des traits de caractère désagréables sont apparus chez Doug: irritabilité et manque de maîtrise de soi. Il recourait fréquemment à l'alcool, perdait le contrôle de lui-même et se comportait de manière imprévisible envers ses proches. La situation s'est intensifiée au point que Caroline et Catherine ont dû intervenir pour protéger leur mère des mauvais traitements. Ce qui était particulièrement inquiétant, c'est que l'homme ne prêtait pas seulement attention à sa femme, mais aussi aux filles, avec lesquelles il se comportait de manière inappropriée. Anne cherchait du réconfort dans l'alcool et en est progressivement devenue dépendante. Bien qu'en état d'ébriété, elle s'endormait simplement rapidement, sans montrer d'agressivité. Dans ces moments-là, Doug profitait de l'impuissance des membres de la famille. Selon la confession des sœurs, il avait à plusieurs reprises franchi leurs limites personnelles,
de manière inacceptable. Cela a duré longtemps avant que la mère ne l'apprenne. Malgré les plaintes, Anne n'osait pas se séparer de son mari, par peur de retomber dans la pauvreté, la solitude et la dépression. La fille de Séné a essayé d'obtenir justice et de mettre fin à ce qui se passait dans la maison, mais personne n'a pris ses appels à l'aide au sérieux. Finalement, en l'an 2001, l'homme a été tenu responsable de comportements inappropriés dans la famille et de conduite en état d'ébriété. Bien sûr, ces accusations étaient à loin de ce qui se passait réellement dans la maison. Les sœurs n'ont pas eu le sentiment que justice avait été rendue, étant donné la nature de ces actions, mais toutes leurs déclarations et demandes ultérieures sont restées ignorées par les autorités d'enquête. Cet événement a été perçu comme une chance de tout recommencer. Anne est restée seule avec 3 jeunes enfants. Les filles aînées avaient de grands espoirs en leur mère pendant cette période. Elles croyaient qu'elle surmonterait les difficultés, abandonnerait les habitudes nuisibles et améliorerait sa vie. Malheureusement, après les relations difficiles, tous les membres de la famille étaient émotionnellement épuisés, y compris Anne elle-même. Dans cette phase difficile, elle a commencé à se tourner encore plus vers l'alcool. La situation n'a fait qu'empirer, car la femme ne pouvait plus contrôler sa dépendance. Les filles ont compris que leur mère avait besoin d'aide professionnelle, mais étaient impuissantes à changer quoi que ce soit. À ce moment-là, elles avaient déjà grandi et pouvaient s'occuper non seulement d'elles-mêmes, mais aussi de leurs jeunes frères. Cela a un peu allégé leur situation, bien qu'elles manquaient beaucoup de l'attention de leur mère. En grandissant, il y avait plus de divergences d'opinion. Des disputes survenaient souvent entre les filles et Anne, rendant l'atmosphère à la maison tendue. La situation s'est aggravée lorsque les sœurs ont découvert l'alcool et des substances interdites. Elles s'exprimaient négativement au sujet de leur mère, et lorsqu'elles sont entrées dans la phase de transition compliquée, elles ont commencé à manquer les cours, ce qui n'a fait que tendre davantage l'atmosphère. Les gens autour d'elles ont remarqué les carences dans lesquelles vivaient les filles. Caroline et Catherine elles-mêmes voyaient que leurs connaissances avaient des maisons confortables, des vêtements à la mode, de la bonne nourriture et des parents attentionnés, tout ce qui leur manquait tant. Dans la famille, régnait une forte aliénation entre les proches. Certaines connaissances soutenaient les sœurs, les nourrissaient, leur offraient des choses nécessaires. Mais cela ne suffisait pas pour une vie normale des jeunes femmes. En même temps, les filles d'Anne se distinguaient par leur ingéniosité et leur énergie. Les enseignants ont remarqué leur intellect exceptionnel. Les jeunes femmes étudiaient bien et comprenaient que le seul moyen de sortir de la pauvreté était par l'éducation et un travail décent à l'avenir. Cependant, des signes inquiétants sont apparus dans le comportement des sœurs. Les enseignants ont remarqué chez Catherine et Caroline un don spécial pour influencer les gens. Elles obtenaient facilement ce qu'elles voulaient de leurs camarades de classe et leurs propres fautes restaient généralement impunies. Plus tard, les jeunes femmes ont complètement cessé d'assister aux cours. Avec l'âge, leur mécontentement envers leur mère s'est intensifié et s'est progressivement transformé en une profonde aversion pour Anne. Les sœurs déclaraient ouvertement qu'elle était une mauvaise mère, qui ne pensait qu'à elle-même et à sa dépendance à l'alcool. Les sentiments négatifs envers la mère se sont consolidés et jusqu'en l'an 2002, elle ne pouvait plus supporter comment Anne détruisait sa vie. Dans l'esprit des jeunes femmes, un plan inquiétant a commencé à se former. À ce moment-là, Caroline avait 15 ans et Catherine 14 ans. Les filles voulaient aider leur mère, mais dans une compréhension complètement déformée. Leur objectif principal était de mettre fin à sa souffrance, et de telle manière qu'elle puisse gagner en notoriété et en tirer un avantage. Les jeunes femmes connaissaient la police d'assurance d'Anne d'une valeur de 200 000 $. Elle l'avait souscrite à la première occasion sur son lieu de travail pour assurer l'avenir de ses protégés au cas où quelque chose tournerait mal. Les sœurs ne voulaient pas attendre et ont décidé de commencer une vie indépendante plus tôt. Elles comprenaient qu'elles ne recevraient aucun paiement si leur participation à l'incident avec Anne était découverte. Il était donc nécessaire de penser soigneusement à tous les détails.
Ainsi est né un projet scolaire avec un nom révélateur sur des intentions indécentes envers le tuteur. Au début, même les jeunes femmes le percevaient comme une blague. Elles ont partagé leurs pensées avec des camarades de classe et voulaient trouver des aides pour développer le meilleur scénario. Les pères ont montré de l'intérêt pour l'initiative. Ils discutaient constamment de diverses nuances pour ne pas laisser de traces. Caroline et Catherine ont créé un groupe spécial pour communiquer avec d'autres élèves où elles parlaient ouvertement de leurs plans. Les amis ont proposé diverses variantes, considérant principalement des armes à feu ou des objets pointus. Cependant, les deux sœurs ne voulaient pas de conséquences désagréables pour la victime. Elles ont donc conclu que la méthode la plus humaine et la plus simple serait l'immersion dans l'eau. Bien sûr, tout était activement discuté dans le cercle des camarades de classe. Caroline et Catherine présentaient tout comme une plaisanterie. De cette façon, elles ont réussi à impliquer de nombreux jeunes dans le développement de leur initiative. Les jeunes femmes ne pouvaient plus s'arrêter. La variante avec l'eau a été définitivement sélectionnée comme la méthode idéale pour mettre en œuvre leur plan. Elles ont commencé à discuter de leur plan avec des amis de l'école. Elles s'intéressaient aux difficultés qui pourraient survenir, comment éviter l'attention des enquêteurs et ne pas recevoir de punition. Parmi d'autres questions, les sœurs se sont renseignées sur la manière dont elles pourraient garantir de recevoir le paiement de l'assurance. Elles comptaient sur 200 000 $ de la police de leur mère. Les sœurs ont consacré une énorme attention à cette entreprise et ont développé un plan détaillé. Dans la soirée du 11 janvier 2003, Caroline et Catherine étaient prêtes à mettre en œuvre ce qui était prévu. Mais des disputes ont surgi avec leurs complices. La raison était que, pour ce même jour, une fête de jeunes était programmée. Tous étaient inquiets que, en raison de l'incident, le divertissement ne puisse peut-être pas avoir lieu. Il semblait incroyable que les élèves n'aient pas pris au sérieux l'intention des sœurs jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, les jeunes femmes ont été persuadées de reporter la mise en œuvre du plan d'1 semaine jusqu'au 18 janvier. Ce samedi matin, les filles, contrairement à leurs habitudes habituelles, se sont approchées de leur mère avec une bouteille de vodka. Anne s'est réjouie de cette attention, sans soupçonner les véritables intentions. Les filles ont continué à remplir les verres et à ajouter un médicament à chacun. C'était un analgésique qui ralentit le rythme cardiaque et qui, combiné avec de l'alcool, peut avoir des effets extrêmement néfastes sur l'organisme. En fait, l'intention des sœurs n'était pas de causer des dommages secrètement, elles agissaient presque ouvertement. Anne a remarqué que ses filles lui donnèrent des préparations, mais elle les a prises avec des boissons fortes, supposant que cela l'aiderait. Et tout cela se passait pratiquement à la vue de tous. Caroline et Catherine envoyaient régulièrement des messages à des connaissances, informant sur le développement de la situation. Lorsque la bouteille a été vidée, Anne était fortement intoxiquée et pouvait à peine garder les yeux ouverts. À ce moment, les jeunes femmes ont informé leurs amis qu'il était temps de mettre en œuvre ce qui était prévu. L'une de leurs connaissances leur a même souhaité du succès et a donné un conseil pratique: utiliser des gants jetables. Elles ont suivi cette recommandation, ce qui faisait techniquement du conseiller un complice. À ce stade, l'état d'Anne s'était considérablement détérioré. La combinaison de préparation et d'alcool commençait à montrer son effet avec une intensité croissante. À un moment donné, les filles lui ont suggéré de se détendre dans un bain chaud et de recevoir un massage. La mère a accepté. Les filles ont dû l'aider à marcher, car elle pouvait à peine se tenir debout. Il a fallu environ 30 minutes pour arriver à la salle de bain, où l'eau était déjà préparée, et l'aider avec les préparatifs. Puis, l'aînée des sœurs a dit que pour le massage, il fallait s'allonger d'une certaine manière. Dans cet état, la femme ne pouvait pas penser clairement et a immédiatement satisfait à l'étrange demande. C'est exactement à ce moment que la fille aînée a commencé à mettre en œuvre son plan. Anne a essayé de résister, mais n'avait pas assez de force contre sa fille. Elle a désespérément essayé de s'accrocher, mais il n'y avait aucun moyen de s'échapper. La sœur cadette a également participé à cet horrible incident avec sa mère. Les sœurs croyaient que pour des conséquences irréversibles, il fallait maintenir une personne sous l'eau au moins 4 minutes.
Catherine est restée à proximité, surveillant le temps et encourageant sa sœur. Lorsque Caroline a lâché sa mère, celle-ci ne réagissait déjà plus. La plus jeune des jeunes femmes était si ravie du succès de leur entreprise qu'elle n'a pas pu retenir une exclamation de joie. Ensuite, elles ont envoyé un message dans le chat de groupe indiquant que ce qui était prévu avait été mis en œuvre. Maintenant, elles devaient éliminer les preuves et détourner les soupçons d'elles-mêmes, et cela avait été pensé à l'avance. Les jeunes femmes avaient planifié une rencontre avec des connaissances dans le restaurant voisin Jack Esther's. Les autres de leur groupe y étaient déjà, probablement pour confirmer plus tard où les sœurs avaient été. Caroline et Catherine se sont tranquillement préparées, ont laissé Anne dans la baignoire et se sont dirigées pour rejoindre leurs amis. Le premier toast a été porté précisément à la réussite de leur plan. Les amis y ont passé plusieurs heures avant de rentrer à la maison. Peu après leur retour, un appel d'urgence a été passé au service de secours. Les sanglotantes Caroline et Catherine ont informé qu'elles avaient trouvé leur mère Anne sans vie dans la baignoire. Les ambulanciers arrivés ont tenté de pratiquer des manœuvres de réanimation sur la femme. Bien sûr, leurs efforts ont été vains, car Anne était déjà dans l'eau depuis plusieurs heures. Les enquêteurs présents ont vu comment les sœurs feignaient une profonde commotion pour la perte d'un être cher, pleuraient constamment et semblaient inconsolables. Curieusement, pour la crédibilité de cette performance, elles avaient même pratiqué avec un camarade de classe qui participait à un club de théâtre. De l'extérieur, tout semblait comme si la mère ivre s'était simplement endormie dans la baignoire et ne pouvait plus en sortir. À première vue, l'incident ressemblait à un accident, mais les enquêteurs expérimentés ont senti que quelque chose n'allait pas. De tels incidents dans la baignoire ne se produisent normalement pas chez les adultes, mais chez les jeunes enfants laissés sans surveillance. Il était donc suspect qu'une femme adulte, de plus fortement alcoolisée, se soit retrouvée dans la baignoire. Tout semblait illogique. Néanmoins, les sœurs avaient élaboré un plan et avaient même placé un verre avec des restes de la boisson d'Anne à côté d'elles pour étayer la version d'un accident. Elles ont réussi à procéder avec tant de soin qu'aucun signe de résistance n'était resté. Bien sûr, personne n'avait fait irruption dans la maison, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'étrangers là-bas. L'âge jeune des suspects était également surprenant. Personne n'avait soupçonné que des adolescentes perturbées seraient capables d'un tel acte contre un membre de la famille. Dans tous les cas, les enquêteurs devaient reparler avec Caroline et Catherine pour clarifier les circonstances. Les deux sœurs ont raconté avec émotion comment elles avaient trouvé leur mère dans un état immobile après être revenues du restaurant où elles s'étaient détendues avec des amis. Elles ont admis qu'en quittant la maison, elles avaient vu Anne consommer de l'alcool. Mais c'était normal. Elle souffrait d'une dépendance depuis longtemps. Selon leurs témoignages, les adolescentes sont revenues vers 22h30. Elles ont immédiatement vu leur mère immobile et ont composé le numéro 911. Le répartiteur leur a expliqué quoi faire jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Les filles ont sorti leur mère de l'eau et ont tenté de lui porter secours, mais sans succès. Il fallait maintenant décider où Caroline et Catherine vivraient jusqu'à leur majorité. Leur jeune frère Robert était à ce moment-là avec son père et n'avait que 3 ans. En raison des actions des sœurs, le garçon a été privé des soins maternels. Pendant ce temps, les enquêteurs examinaient le lieu de l'accident présumé. La tâche prioritaire était de déterminer le moment de l'incident pour comprendre si Anne était réellement seule à la maison. Ils se sont basés sur la température de l'eau, qui dans la salle de bain s'était déjà refroidie au niveau de l'air ambiant. Cela indiquait qu'Anne avait été dans la salle de bain au moins plusieurs heures avant d'être découverte. Aucun signe visible d'intervention externe n'a été trouvé. Cependant, les filles n'ont pas réussi à cacher complètement les traces de leur acte. Le médecin légiste a remarqué sur la peau d'Anne des signes qu'elle avait essayé de se lever de l'eau et de respirer. On avait l'impression que quelqu'un l'avait retenue. De faibles marques ont été trouvées sur le bout des doigts. De plus, la femme avait essayé de s'échapper avec tant de désespoir qu'elle s'était abîmé plusieurs ongles. Malgré ces détails suspects, les doutes de la police ont disparu après les examens toxicologiques. Dans l'organisme d'Anne, une concentration critique d'alcool a été détectée et l'incident a été reconnu comme un accident.
le résultat d'une intoxication alcoolique. L'enquête a été close et la tante est devenue la tutrice de Kerlin et Catherine. Comme les sœurs l'avaient planifié, elles ont reçu des prestations d'assurance, dont une partie est également allée au petit Robert. Il est resté avec son père. Au début, il semblait que le projet scolaire, qui avait commencé comme une blague, s'était transformé en un incident parfaitement planifié. Seul un hasard pouvait faire éclater la vérité au grand jour. Kerlin et Catherine ne pouvaient pas garder le silence sur leur réussite. Les informations sur ce qui s'était passé se sont répandues parmi de plus en plus de personnes. Elles ne montraient aucun remords et se vantaient même qu'elles avaient non seulement nui à Anne, mais aussi obtenu de l'argent sans être punies. Elles avaient un rêve, acheter une belle maison et la remplir de plantes spéciales. Mais les ambitieuses étudiantes n'ont pas eu l'occasion de réaliser leur vaste projet. 11 mois après l'incident avec Anne, l'une des amies de Caroline a décidé d'aller à la police. Depuis le début, elle savait tout, mais ce n'est que maintenant que sa conscience la tourmentait tant qu'elle ne pouvait pas dormir tranquille. Cette fille a révélé la vérité sur la préparation de l'incident qui s'est déroulé dans une correspondance sur Internet et a donné aux enquêteurs accès à son ordinateur avec toutes les conversations enregistrées. Les forces de l'ordre ont non seulement vu comment le plan a été créé, mais ont également trouvé de nombreuses confessions de chacune des sœurs. Cependant, les policiers croyaient que des preuves plus substantielles étaient nécessaires. Ils ont donc décidé d'utiliser l'AMI pour obtenir de nouvelles preuves. Des dispositifs d'écoute ont été installés dans la voiture. Cela s'est avéré simple, car Caroline et Catherine, même après presque 1 an, ne pouvaient parler de rien d'autre que ce qui s'était passé. Il suffisait d'aborder ce sujet, et elles commençaient fièrement à raconter des détails et à se vanter de leur réussite. En raison de cette loquacité, plusieurs dizaines de témoins se sont réunis. Cependant, jusqu'alors, presque personne ne prenait au sérieux les récits des étudiantes. Maintenant, leur loquacité a aidé à clarifier tous les détails du plan perfide. En particulier, les sœurs ont mentionné des préparations qui n'avaient pas été détectées lors de la première enquête. Les tests n'avaient tout simplement pas été effectués complètement. Après avoir détecté un niveau critique d'alcool dans l'organisme, tout le reste a été considéré comme sans importance. Finalement, la vérité a éclaté et le 21 janvier 2004 à 7 heures du matin, la police est arrivée chez la tante où vivaient Catherine et Caroline. Les deux ont été arrêtés et emmenés directement au poste de police dans leur pyjama. Elles dormaient encore. Du matériel informatique a été confisqué chez les principales suspectes de l'affaire. Lors des interrogatoires, toutes deux ont nié leur participation et se sont efforcées de projeter une image innocente. Elles ont même refusé les vêtements proposés par la police. Toutes deux sont restées dans leur pyjama domestique, probablement pour renforcer l'impression de non-participation. Bien sûr, on ne les a pas crues. Sous le poids des preuves, l'aînée, Caroline, a rapidement été amenée à parler. Elle a éclaté en larmes et a avoué l'acte. Il est remarquable que la sœur cadette, Catherine, n'ait pas pu être brisée. Elle a résisté à des heures d'interrogatoire et a continué à insister sur son innocence. Cependant, à ce moment-là, les enquêteurs avaient récupéré l'historique du navigateur et la correspondance des sœurs, y compris les documents supprimés. Cela a permis de révéler de nouveaux détails choquants de l'incident. Les enquêteurs ont examiné toute la correspondance présentée par le témoin. Il était clair que les sœurs ressentaient du mécontentement à cause de la dépendance à l'alcool. Même à partir de ces sources, on pouvait obtenir suffisamment d'informations pour une accusation d'acte prémédité. Lorsque des informations sur cette affaire et ses participantes ont été diffusées par les médias, cela a provoqué un choc dans tout le Canada. Il s'agissait de jeunes étudiantes qui avaient froidement privé un être cher de la vie. Compte tenu de leur jeune âge, la juridiction des mineurs a été sollicitée. Curieusement, les deux ont même été libérés sous caution et placés en résidence surveillée en attendant le procès. Lorsque les audiences ont commencé, les accusées ont été autorisées à porter exactement les mêmes pyjamas que ceux dans lesquels elles avaient été arrêtées. Beaucoup ont considéré cela comme une tentative évidente de manipuler le jury pour adoucir l'attitude envers elles. En raison de cette loquacité,
Il y avait plusieurs dizaines de témoins. Cependant, jusqu'alors, presque personne ne prenait au sérieux les récits des étudiantes. Maintenant, leur loquacité a aidé à clarifier tous les détails du plan perfide. En particulier, les sœurs ont mentionné des préparations qui n'avaient pas été détectées lors de la première enquête. Les tests n'avaient tout simplement pas été effectués complètement. Après avoir détecté un niveau critique d'alcool dans l'organisme, tout le reste a été considéré comme sans importance. Finalement, la vérité a éclaté et le 21 janvier 2004 à 7 heures du matin, la police est arrivée chez la tante où vivaient Catherine et Caroline. Les deux ont été arrêtés et emmenés directement au poste de police dans leur pyjama. Elles dormaient encore. L'accusation a présenté 2 motifs pour le crime: gain financier de l'assurance et désir de se libérer de la situation problématique avec la dépendance de la mère. Dans les échanges de messages des jeunes femmes, on a découvert qu'elles considéraient leurs actions comme une sorte de libération de la mère de sa souffrance. De nombreux autres élèves ont participé aux séances. Ils ont tous participé au projet, donnant des conseils et aidant à la planification. Ils pouvaient donc être considérés comme co-responsables. Plus tard, aucun d'entre eux n'a été tenu responsable, car il a été décidé qu'ils ne comprenaient pas la gravité des intentions de Caroline et Catherine et percevaient tout comme un jeu. Compte tenu des preuves recueillies, Catherine et Caroline n'avaient aucune chance d'échapper à la punition. Elles ont été déclarées coupables, mais en raison de leur jeune âge, la peine maximale n'était que de 10 ans, dont seulement 6 devaient être passées en prison. Les 4 années restantes, elles devaient être en résidence surveillée. Grâce à leur bonne conduite, la sœur aînée a été libérée après 4 ans en 2009, quand Caroline avait 22 ans. Plus tard, Catherine a également été libérée, également à l'âge de 22 ans. Selon les lois canadiennes sur la protection des données, leurs noms n'ont pas été publiés dans les médias. Cependant, l'information n'a pas pu rester cachée longtemps. Les jeunes femmes discutaient trop ouvertement de leur passé. La protection n'a pas fonctionné et leurs identités sont devenues connues. Malgré cela, toutes deux ont réussi à commencer une nouvelle vie. Elles ont reçu une éducation à l'université. Catherine a complété des études de droit et a fondé une famille. Caroline, quant à elle, a choisi le domaine technologique et a décidé de devenir scientifique. Plus tard, Caroline est devenue mère célibataire et a pleinement compris les difficultés auxquelles sa mère avait été confrontée autrefois. 17 ans après l'incident, en 2020, Caroline a accordé une interview. À ce moment-là, elle avait 33 ans. La femme a raconté qu'elle avait complètement reconsidéré son acte et le regrettait chaque jour. Maintenant, elle voit en sa mère une personnalité forte qui a essayé de soutenir la famille, mais est tombée dans un état émotionnel difficile. En raison de cette loquacité, il y avait plusieurs dizaines de témoins. Cependant, jusqu'alors, presque personne ne prenait au sérieux les récits des étudiantes. Maintenant, leur loquacité a aidé à clarifier tous les détails du plan perfide. En particulier, les sœurs ont mentionné des préparations qui n'avaient pas été détectées lors de la première enquête. Les tests n'avaient tout simplement pas été effectués complètement. Après avoir détecté un niveau critique d'alcool dans l'organisme, tout le reste a été considéré comme sans importance. Finalement, la vérité a éclaté. Et le 21 janvier 2004 à 7 heures du matin, la police est arrivée chez la tante où vivaient Catherine et Caroline. Les deux ont été arrêtés et emmenés directement au poste de police dans leur pyjama. Elles dormaient encore. Tôt le matin, alors que la petite ville s'éveillait à peine, le téléphone du poste de police sonna brièvement. Une femme, dont la voix était douce et parfaitement calme, donna son nom et son adresse à l'employé et ajouta doucement « Ma fille est morte. Venez ». Ces paroles ne trahissaient ni panique, ni larmes, comme si elle se contentait de constater un fait. La conversation dura moins d'1 minute, puis la communication fut coupée. Des policiers en patrouille et des ambulanciers furent immédiatement envoyés à l'adresse indiquée. Après quelques minutes seulement, les policiers arrivèrent à la périphérie de la ville, dans une petite maison cachée à l'écart de la rue principale. Le portail était entrouvert et la cour semblait abandonnée depuis longtemps.
La porte d'entrée était également déverrouillée et personne ne vint à leur rencontre. En entrant, les agents virent un couloir étroit au bout duquel un escalier menait au premier étage. En haut, les attendait un corridor sombre et mal éclairé, où les parents de la fillette se tenaient silencieusement devant l'une des chambres. L'homme regardait au-delà des visiteurs et serrait fermement son téléphone. La femme les accueillit sans émotion et fit un bref signe de tête vers la porte en disant « Elle est là ». Ils n'en dirent pas plus. Lorsque les ambulanciers et les policiers ouvrirent la porte de la chambre, ils sentirent une odeur lourde et stagnante qui était reconnaissable entre toutes. Dans la pénombre, au milieu d'un désordre de journaux et de sacs, gisait le corps d'une fillette d'environ 12 ans. Elle était immobile sur un lit sans drap, comme si elle avait été oubliée là depuis longtemps. Les médecins confirmèrent que la fillette était déjà morte depuis un certain temps et commencèrent immédiatement leur examen. Le père de la fillette ne réagit pas à la constatation des médecins, murmurant seulement que tout s'était passé vite. La mère garda le silence et resta à l'écart. Personne ne montrait d'émotion. Personne ne posait de questions sur les mesures à prendre. Bientôt, des enquêteurs arrivèrent à la maison pour découvrir ce qui s'était passé. Les parents acceptèrent de descendre et de parler aux officiers dans la cuisine encombrée d'objets inutiles. L'homme jouait nerveusement avec son téléphone, tandis que la femme, regardant le sol, dit qu'elle avait appelé, parce que tout était déjà clair. Lorsque les officiers demandèrent quand exactement ils avaient remarqué que leur fille était morte, les réponses des parents divergeaient. La mère mentionnait le petit matin, le père parlait de la nuit. Pendant la conversation, les ambulanciers et les techniciens de la police scientifique poursuivaient leur examen de la chambre. L'environnement indiquait que l'enfant avait passé beaucoup de temps au lit. Des taches étranges sur le matelas, des traces de saleté sur le sol et sur les murs, des appareils ménagers débranchés. Tout indiquait une longue indifférence aux conditions de vie de la fillette. Les parents n'expliquèrent pas pourquoi ils n'avaient pas cherché de l'aide plus tôt. Aux questions sur les dernières visites médicales, le père se contenta de hausser les épaules et la mère indiqua vaguement des dossiers dans l'armoire. On ne put trouver immédiatement aucun document ou certificat compréhensible. Lorsque le médecin légiste arriva, les parents ne montraient toujours aucun intérêt pour ce qui se passait. Ils observèrent en silence comment le corps d'Anna était soigneusement emporté hors de la maison. Quand les portes s'ouvrirent, l'air frais du matin dissipa un peu l'atmosphère oppressante à l'intérieur. La maison se remplissait progressivement de personnes. Des policiers et des techniciens de la police scientifique recueillaient des preuves qui formeraient plus tard la base de l'enquête. Les voisins regardaient prudemment de côté, sans s'approcher. Tout indiquait que ce n'était pas un accident tragique, mais le résultat de quelque chose de plus grave et peut-être de délibéré. Les officiers qui remplissaient les protocoles notaient, avec réserve, que la fillette avait vécu longtemps dans des conditions difficiles. Les parents n'essayaient pas de se justifier ou d'expliquer exactement ce qui s'était passé. Ils restaient assis silencieusement à l'entrée, attendant d'autres instructions. Finalement, le lieu fut scellé et les officiers commencèrent à partir les uns après les autres. Il ne restait que l'incertitude et un lourd silence, interrompu seulement par la conversation étouffée des policiers. C'est précisément ce bref appel dans le calme du matin qui marqua le début d'une affaire qui allait bientôt ébranler l'opinion publique. Il amènerait les gens à poser des questions auxquelles les parents d'Anna ne donnaient pas de réponse, se limitant à la constatation calme, presque indifférente. « Ma fille est morte. Venez. » La tragédie devint encore plus amère lorsqu'il s'avéra qu'Anna était officiellement un enfant ayant des besoins particuliers depuis sa naissance. La fillette avait besoin de soins constants, de visites médicales régulières et d'exercices spéciaux. À la clinique locale, un neurologue était responsable d'elle, prescrivant les exercices nécessaires et vérifiant régulièrement son état. Cependant, au cours des 3 dernières années, tous les enregistrements d'examens médicaux avaient complètement disparu. Les voisins se souvenaient qu'il y a quelques années, Anna était parfois encore visible à l'extérieur. Elle avait environ 9 ans quand on la voyait tantôt en fauteuil roulant, tantôt se déplaçant lentement à l'aide d'une canne ou d'un coussin.
La fillette était toujours silencieuse et restait près de ses parents. Mais bientôt, ces rares promenades cessèrent complètement. Une voisine a déclaré à la police « Anna ne s'est plus montrée dehors depuis environ 5 ans ». Un autre voisin a confirmé qu'il avait vu auparavant la mère emmener Anna chez des médecins, mais qu'il n'avait plus remarqué de tels voyages depuis longtemps. Étrangement, les services médicaux n'ont reçu aucune information indiquant que la famille avait refusé les soins ou avait déménagé ailleurs. Il n'y a pas eu de demande de visites à domicile de médecins ou de spécialistes de la réadaptation. La dernière visite officielle à la clinique a eu lieu il y a 3 ans, lorsque la mère s'est plainte au médecin d'une détérioration de l'état de sa fille. À ce moment-là, une hospitalisation lui a été recommandée, mais elle n'a jamais eu lieu. Il n'y avait pas non plus d'informations sur l'éducation d'Anna. Les enseignants se souvenaient que la fillette manquait beaucoup de cours et avait été mise en enseignement à domicile. Mais il n'y avait pas de rapport sur les résultats ou les visites à domicile des enseignants. Les enseignants ont rapporté que les parents avaient simplement cessé de répondre aux appels et aux lettres, et les travailleurs sociaux n'ont pas pu entrer dans la maison pour l'inspecter. Les voisins ont remarqué que la mère quittait à peine la maison, regardant seulement occasionnellement derrière les rideaux. Le père partait pour des travaux de construction temporaire, rentrait irrégulièrement à la maison et n'apportait pas de provisions alimentaires visibles. Aux questions des voisins sur l'état de la fillette, les parents réagissaient sèchement et évitaient tout contact. Un voisin a essayé de parler avec le père, mais n'a entendu que « nous n'avons pas besoin de contact ». Tous les signes indiquaient qu'Anna était isolée du monde extérieur. Personne n'a remarqué de visite des services sociaux, du personnel médical ou d'organisations caritatives. De l'équipement de soins ou du matériel de réadaptation n'ont pas non plus été apportés à la maison. Bien que la fillette ait officiellement droit à une aide régulière, les enregistrements sur la réception des services sociaux se sont interrompus il y a environ 2 ans. Les amis et les parents de la famille se souvenaient que le contact avait été rompu depuis longtemps. La mère se plaignait du manque d'argent, mais refusait l'aide de centres spécialisés. Les proches ne pouvaient pas entrer dans la maison sans préavis et se heurtaient souvent à la réticence des parents à communiquer. Les voisins n'entendirent donc pas de signes de conflits ou de violence dans la maison, mais remarquèrent que la famille s'était complètement isolée du monde extérieur. Les enquêteurs ont dû revenir maintes fois à la clinique, aux écoles et aux services sociaux pour recueillir au moins quelques informations. Pourquoi Anna s'est retrouvée dans un tel isolement? Personne ne pouvait l'expliquer. Les parents évoquaient l'occupation et l'aversion pour l'ingérence des voisins. Mais pourquoi la fillette est-elle restée sans soins de base? Pourquoi personne n'a-t-il remarqué la détérioration de son état? Le service de protection de l'enfance a affirmé avoir essayé de visiter la maison il y a quelques années, mais personne n'a ouvert la porte, et les lettres sont revenues avec la mention « Le destinataire ne répond pas ». Cette histoire n'a été largement connue qu'après l'appel de la mère à la police au sujet de la mort de sa fille. Les médias et le public ont été choqués. Tous se demandaient comment la famille avait pu ignorer les besoins évidents de l'enfant et qui était responsable du manque de contrôle par les services. La police a expliqué qu'une enquête détaillée était nécessaire et le service de soins a fait référence à des tentatives de contact qui étaient à rester sans succès. Aux questions des journalistes, les parents ont répondu brièvement, affirmant qu'ils avaient fait tout leur possible, mais n'avaient ni argent ni ressources. Cependant, aucune demande n'a été enregistrée auprès des fonds de bienfaisance. Cette tragédie a rapidement été entourée de mystères. Comment une fillette avec un handicap officiel pouvait-elle être effectivement enfermée au premier étage? Pourquoi les parents évitaient-ils les contacts et ne cherchèrent-ils pas d'aide? Pourquoi aucun des services sociaux n'a-t-il remarqué que l'enfant avait disparu de leur radar? La police a déterminé que le premier étage de la maison était rarement utilisé, l'électricité y était à peine allumée et les fenêtres étaient constamment fermées. On ne nettoyait pas la chambre d'Anna et on n'achetait pas de médicaments ou de produits de soins spéciaux. Les travailleurs sociaux ont essayé d'organiser une visite à domicile d'un médecin et d'un enseignant, mais ont toujours entendu un refus. On se débrouille seul. L'enquête a conclu que les parents cachaient délibérément Anna aux étrangers.
Les voisins n'ont pas vu la fillette sortir ou recevoir de l'aide. Il est devenu clair que l'enfant vivait dans des conditions d'isolement total, sans les soins nécessaires. Il y avait beaucoup de questions et personne n'y donnait de réponse. La police poursuivait l'enquête, essayant de comprendre combien de temps Anna était restée sans aide et pourquoi les parents n'avaient appelé les médecins qu'après sa mort. Cette histoire a laissé un sentiment lourd et a forcé la société à réfléchir à pourquoi personne n'avait pu aider la fillette plus tôt. Anna est née avec une maladie grave qui limitait sa mobilité dès la naissance. Dans les fiches médicales de la polyclinique se trouvaient des notes de médecins décrivant en détail son état et des recommandations pour une observation constante par un neurologue, des massages et des exercices spéciaux. Les médecins qui ont soigné la fillette dans ses premières années de vie se souviennent d'elle comme d'un enfant calme et timide. Cependant, il y a environ 3 ans, les visites de la famille à la clinique ont soudainement cessé. Les parents d'Anna étaient des gens ordinaires d'âge moyen et vivaient dans une petite maison privée à la périphérie de la petite ville. Le père travaillait dans la brigade de réparation locale et effectuait des missions individuelles. Officiellement, il n'était enregistré nulle part et les voisins le voyaient rarement à la maison. La mère n'avait pas non plus d'emploi fixe, bien qu'on la voyait parfois parmi les travailleurs occasionnels. Dans les documents, il n'y avait pas de confirmation de son emploi. Les voisins ont fait remarquer que la famille vivait tranquille et retirée, presque sans contact avec l'environnement. Si quelqu'un essayait de leur offrir de l'aide, les parents répondaient toujours par un bref « tout va bien » et mettaient rapidement fin à la conversation. Un voisin se souvient avoir vu des travailleurs sociaux essayer d'entrer dans la maison, mais repartir très vite, sans expliquer les raisons. Les proches ne pouvaient pas non plus comprendre ce qui se passait. Ils visitaient rarement la famille, car les parents d'Anna préféraient ne pas les laisser entrer. Si quelqu'un venait à l'improviste, la porte n'était ouverte que pour une brève conversation. À toutes les questions sur l'état d'Anna, il répondait par des phrases générales comme « Nous avons tout sous contrôle » ou « Ne vous inquiétez pas ». Des amis de la famille ont raconté que les parents étaient auparavant des personnes beaucoup plus ouvertes. Mais depuis que la fillette a commencé à avoir de graves problèmes de santé, ils se sont progressivement éloignés de toutes leurs connaissances. Les enregistrements dans les dossiers médicaux confirment qu'Anna n'a plus été amenée chez des spécialistes à partir d'environ 7 ans. Les services sociaux ont également rapporté qu'ils avaient essayé d'aider la famille, mais personne ne répondait aux appels et les portes n'étaient pas ouvertes. Bientôt, le soutien a été arrêté car il n'y avait pas de retour. Les voisins interrogés par la police après l'incident ont rapporté qu'il était impossible d'entrer dans la maison de cette famille. Ils voyaient la mère revenir parfois avec des courses, disparaître immédiatement derrière le portail et éviter les contacts. Le père n'était pratiquement pas remarqué à la maison. Il apparaissait rarement et tard. Lors de l'inspection de la maison, la police n'a trouvé aucun signe de visite régulière d'étrangers. Les médecins qui sont arrivés sur les lieux de la tragédie ont immédiatement compris que la fillette n'avait pas reçu les soins appropriés. Aucun des connaissances ou des proches ne pouvait se souvenir d'un cas où quelqu'un aurait été admis chez Anna ces dernières années. Aucun document concernant des visites des services sociaux n'a été trouvé, à l'exception de tentatives infructueuses. Au début, les parents essayaient encore de suivre les recommandations des médecins, mais au fil des années, ils se sont de plus en plus éloignés. La mère apparaissait pendant un certain temps à la clinique pour traiter les documents concernant le handicap de sa fille, mais a bientôt complètement cessé de venir. Le père, selon les médecins, n'a jamais participé aux visites médicales. La famille continuait à recevoir des prestations d'invalidité, mais personne ne vérifiait comment ces fonds étaient réellement utilisés. L'enquête a progressivement reconstitué le déroulement des événements. Anna avait besoin de soins sérieux, mais personne ne les lui offrait. Les parents ne cherchaient pas le contact avec les proches ou les travailleurs sociaux et évitaient toute inspection. Les voisins confirmaient que la famille s'était complètement isolée du monde extérieur et avait restreint l'accès à la fillette. Les archives des services ne conservaient pas de données indiquant que les parents avaient cherché une nounou ou essayé d'obtenir de l'aide de travailleurs sociaux. Tout indiquait qu'après le diagnostic d'une maladie grave, l'isolement de la famille n'avait fait qu'augmenter. Les policiers ont noté dans leur rapport que les parents se repliaient de plus en plus sur eux-mêmes d'année en année
et ne laissait entrer personne dans la maison. Cela signifiait que personne ne savait avec certitude quelle était la situation réelle avec Anna. Les principales questions auxquelles les enquêteurs devaient trouver des réponses concernaient l'absence de soins qualifiés pour enfants, l'ignorance des mesures de soutien social disponibles et la cause d'un isolement aussi profond de la famille. La mère quittait parfois la maison pour acheter de la nourriture et le père partait travailler, mais tous deux évitaient des conversations détaillées sur l'état de leur fille. Les circonstances semblaient étranges. La famille était officiellement classée comme ayant besoin d'aide, mais en réalité, elle cachait la véritable situation. Les enquêteurs ont conclu que les parents restreignaient délibérément l'accès à Anna et cachaient son état. Ce sont précisément ces conclusions qui ont formé la base d'enquête supplémentaire. Lors des premières rencontres avec la police, les parents d'Anna ont expliqué sa mort par des complications de la maladie grave avec laquelle la fillette était née. La mère affirmait qu'ils avaient prétendument essayé de contacter des médecins à plusieurs reprises, mais que des difficultés financières n'avaient pas permis un traitement complet. Elle a dit calmement que sa fille était toujours dans sa chambre et semblait normale ces derniers jours, sans signes inquiétants. Le père a décrit la situation un peu différemment. Il a remarqué de la fièvre chez la fillette et a dit qu'il avait essayé de la nourrir et d'en prendre soin du mieux possible. Ce faisant, il a affirmé ne pas pouvoir appeler de médecin parce qu'il n'avait pas d'assurance maladie. Cependant, lors de conversations détaillées, des doutes sont apparus chez les enquêteurs, car les déclarations des parents divergeaient constamment les unes des autres. La mère insistait sur le fait qu'Anna dormait presque tout le temps et ne se plaignait pas de sa santé, tandis que le père assurait que la fillette se plaignait de douleurs et de fièvre. Lorsqu'on leur a demandé de donner au moins une date approximative de la détérioration, ils n'ont pas pu répondre concrètement. Tous deux évoquaient des dépenses inattendues et l'impossibilité d'organiser rapidement une aide médicale. La vérification a révélé qu'il n'y avait eu aucune demande à la clinique ni appel d'urgence depuis cette maison au cours des derniers mois. Les médecins qui travaillaient dans la région ne se souvenaient pas du nom de famille d'Anna et n'ont confirmé aucune visite chez elle. La police a même vérifié des possibilités alternatives d'aide, mais n'a trouvé aucune confirmation de demande auprès de médecins privés ou non officiels. De plus, il n'y avait pas non plus de nouvelles demandes des parents aux services sociaux pour une aide supplémentaire ou un remboursement des coûts. L'argent transféré à la famille comme allocation d'invalidité pour Anna arrivait régulièrement sur le compte, mais n'était pas utilisé pour son traitement. Il semblait que les parents évitaient les soins médicaux officiels, bien qu'ils auraient pu recevoir du soutien. Les divergences se sont poursuivies dans les récits concernant les derniers jours de vie d'Anna. La mère affirmait ne pas avoir remarqué que sa fille pourrait être en train de mourir et répétait « Il n'y avait rien de spécial ». Le père, en revanche, a dit « J'ai vu qu'elle était chaude, mais j'ai pensé que ça passerait tout seul ». La clinique n'a enregistré aucune demande d'hospitalisation. Il n'y a pas eu non plus d'appel d'urgence. Les parents n'ont pu présenter aucune ordonnance médicale et ont mentionné qu'il y avait peut-être des prescriptions, mais qu'ils ne les avaient pas conservées, car l'état d'Anna leur semblait normal. La vérification des pharmacies n'a révélé aucun achat de médicaments spécialisés. Il y avait également des incohérences dans la description de la routine quotidienne d'Anna. La mère assurait que la fillette se levait à peine, tandis que le père affirmait qu'elle essayait de se déplacer indépendamment. Les tentatives de vérifier les déclarations des parents concernant la recherche de médecins dans d'autres villes n'ont pas non plus donné de résultats. Ni les appels téléphoniques ni la correspondance avec des médecins n'ont été trouvés. Le père a dit qu'il ne faisait pas confiance aux médecins locaux et cherchèrent des spécialistes dans une autre ville, mais aucune confirmation de voyage n'a été trouvée. Ces contradictions ont éveillé de sérieux doutes chez les enquêteurs. Une inspection supplémentaire de la maison a montré que la chambre d'Anna était extrêmement négligée, sans signe de soins ou d'observation médicale. Il manquait même les équipements les plus simples pour maintenir son état. Les parents ont expliqué l'absence d'appel d'urgence en disant que ceux-ci n'étaient prétendument pas acceptés sans paiement, mais les répartiteurs du service d'urgence ont réfuté cette information. La version des parents sur l'inévitabilité de la mort d'Anna en raison d'une maladie grave n'a pas résisté à la vérification. Rien ne confirmait leurs paroles sur des tentatives de traitement,
et les reçus alimentaires de la maison montraient bon que l'alimentation de la fillette ne tenait pas compte de ses besoins particuliers. Les experts ont souligné des signes de soins inadéquats et de négligence. Les parents n'ont pas pu expliquer pourquoi ils n'avaient pas remarqué la détérioration de l'état de leur fille. Chaque nouvelle question entraînait davantage d'écart dans leur récit. La mère a dit qu'elle ne se souvenait pas des dates exactes, et le père a affirmé avoir remarqué des symptômes de maladie une semaine avant l'incident. Ces détails ont fait douter sérieusement la police de la sincérité des parents. L'absence de documents, de dossiers médicaux et de faits concernant les visites médicales nécessitait une enquête approfondie supplémentaire. Les médecins consultés par la police ont déclaré qu'Anna aurait pu vivre normalement malgré le diagnostic grave si elle avait reçu une aide opportune. Ainsi, les premières déclarations des parents n'ont fait qu'intensifier l'incertitude de la situation. Les enquêteurs devaient découvrir comment une famille qui recevait officiellement du soutien et avait accès à des soins médicaux s'est retrouvée dans une situation où un enfant est mort sans les soins nécessaires. Les contradictions entre les paroles et les faits réels sont devenues un moment important de l'enquête et ont poussé la police à enquêter sur des causes plus profondes de la tragédie. Les résultats du premier examen sont devenus le tournant dans l'enquête sur la tragédie d'Anna. Lorsque le médecin légiste a commencé l'examen, il a découvert sur le corps de la fillette de profondes escarres, indiquant qu'elle ne s'était pratiquement pas déplacée pendant une longue période. De plus, des signes d'infection grave ont été constatés, causés par un manque prolongé de soins. Ces faits contredisaient ce que les parents avaient dit à la police. Selon leurs mots, l'état d'Anna s'était détérioré littéralement en quelques jours. Les experts ont expliqué que de telles blessures et escarres ne peuvent pas apparaître rapidement. Elles surviennent lors d'une inactivité prolongée et d'un manque de soins minimaux pour une personne alitée. Le médecin légiste a noté plusieurs lésions cutanées, dont certaines étaient enflammées. Cependant, les parents répétaient avec insistance qu'ils n'avaient remarqué le problème que la veille de la mort d'Anna. Toutes les preuves recueillies indiquaient clairement que la fillette était immobile depuis plusieurs semaines, voire plus longtemps. Les experts ont trouvé des confirmations supplémentaires sur le matelas où Anna était couchée. On y voyait clairement des traces d'un long séjour dans une position. Le matelas était souillé et déformé, comme c'est le cas en l'absence de soins réguliers. L'un des spécialistes indépendants a expliqué directement « Il est impossible qu'un enfant dans un tel état se soit levé parfois récemment ou se soit déplacé indépendamment. » Ces découvertes ont complètement changé le cours de l'enquête. Au début, il semblait que la cause du décès était la maladie avec laquelle Anna était née. Mais maintenant, la situation apparaissait complètement différente. Le procureur a ordonné de vérifier la version selon laquelle les parents n'avaient pas fourni l'aide nécessaire à l'enfant pendant une longue période. Selon les experts, il n'y aurait pas eu de conséquences aussi graves si la fillette avait effectivement reçu des soins réguliers. Les médecins légistes ont établi que l'état du corps d'Anna indiquait que la fillette ne pouvait pas changer de position indépendamment. Aucun médecin ou aide-soignant n'a confirmé de visite chez Anna au cours des derniers mois, et aucun document médical confirmant un traitement n'a été trouvé. Pendant ce temps, les parents continuaient à affirmer avoir fait tout ce qu'ils pouvaient, bien qu'il n'y ait aucune preuve de cela. Aucun dispositif médical spécial pour les personnes alitées n'a été trouvé dans la chambre, ce qui soulevait également des questions. Dans les protocoles, les policiers ont noté que de telles blessures ne surviennent que lorsque les recommandations médicales concernant le retournement régulier du patient et la prévention des escarres sont complètement ignorées. Les conditions dans la pièce où se trouvait la fillette indiquaient également l'absence même d'hygiène élémentaire. Aucun ustensile médical ou moyen de soigner les plaies n'a été trouvé dans la maison. Les divergences entre les déclarations des parents et les conclusions des experts étaient évidentes. La mère affirmait qu'Anna s'était levée indépendamment la veille, et le père disait avoir vu la fillette boire de l'eau seule. Ces paroles ne correspondaient pas du tout à ce que les techniciens criminels et les pathologistes avaient établi. Désormais, personne ne considérait plus ce qui s'était passé comme une simple négligence. Le parquet a commencé à considérer les actions des parents comme un possible crime. Une tragédie apparemment ordinaire s'est transformée en suspicion d'inactivité criminelle des parents. Les déclarations sur des symptômes soudains ont été réfutées par des rapports médicaux. De telles complications ne pouvaient
pas survenir en quelques jours. Cela a permis aux enquêteurs de supposer que les parents avaient délibérément évité de recourir à une aide médicale. Avec cela, l'enquête a atteint un niveau complètement nouveau. Maintenant, les enquêteurs devaient se comprendre pendant combien de temps et consciemment les parents avaient ignoré l'état de leur fille. Compte tenu des nouvelles circonstances, un examen des conditions de vie d'Anna, de son alimentation et des possibilités financières de la famille a commencé. L'affaire n'était plus simplement considérée comme un décès dû à une maladie grave. Il s'agissait maintenant du fait que l'enfant s'était vu refuser les soins minimaux. Le statut des parents a radicalement changé. Ils sont devenus des accusés dans une procédure pénale. L'enquête leur posait maintenant des questions concrètes et dures, exigeant des explications pour chaque fait. Les parents continuaient à insister sur leur version, mais dans les dossiers de l'affaire, il était déjà clairement indiqué que la combinaison d'escarres, d'infections et l'absence de documents médicaux ne laissait aucun doute quant à l'inactivité systématique. Les enquêteurs ont intensifié leur travail, des experts supplémentaires ont été convoqués, confirmant que les escarres étaient apparus au moins quelques semaines auparavant. Ainsi, la version des parents de « mort subite » a été définitivement rejetée. Ils devaient expliquer pourquoi ils n'avaient pas cherché d'aide pendant une période aussi longue. Ce fut le moment décisif quand il est devenu clair. La mort d'Anna n'était pas simplement un résultat inévitable d'une maladie, mais le résultat de l'indifférence et de l'inaction de personnes proches. Toutes les déclarations des parents sur le caractère désespéré de la situation apparaissaient maintenant comme une tentative de se dégager de leurs responsabilités. Les escarres et les infections témoignaient sans équivoque de l'absence totale de soins appropriés. À partir de ce moment, l'enquête a pris un caractère strict et minutieux. La police et le parquet ont commencé à recueillir des preuves détaillées et à vérifier la situation financière de la famille. Personne ne croyait plus à l'histoire d'une tragédie soudaine. Au contraire, il était évident qu'Anna avait été maintenue pendant longtemps dans des conditions indignes de vie. C'est précisément cette compréhension qui a poussé les enquêteurs à une enquête profonde et détaillée sur les véritables causes de la tragédie. Lorsque les enquêteurs ont eu accès aux dossiers médicaux d'Anna, il est devenu clair que la fillette avait vu un médecin pour la dernière fois il y a environ 3 ans. Le neurologue avait laissé des instructions très concrètes. Anna avait besoin de massages réguliers, d'exercices physiques et de visites à domicile obligatoires d'une infirmière. Les documents soulignaient la nécessité de surveiller le poids et l'équilibre hydrique, d'appliquer des moyens spéciaux contre les escarres et de consulter immédiatement des spécialistes en cas de détérioration de l'état. Le médecin avait noté séparément un régime strict de réhabilitation et une surveillance constante sont nécessaires. Cependant, les enquêteurs n'ont trouvé aucune confirmation que ces recommandations aient été suivies. Les enquêteurs ont vérifié les informations à la clinique du district et ont tenté de savoir si la famille avait demandé de l'aide à nouveau. La réponse était claire. Après la dernière visite, il y a 3 ans, aucun nouvel enregistrement n'était apparu, à l'exception de rappels obsolètes d'examens programmés. Il n'y a pas eu non plus une seule visite à domicile d'une infirmière, et les services sociaux ont confirmé qu'ils n'avaient reçu aucune demande des parents. En outre, la police a continué à discuter avec les voisins pour comprendre quand Anna avait été vue pour la dernière fois. Il s'est avéré que personne n'avait vu la fillette depuis plus d'1 an, peut-être beaucoup plus. Un voisin se souvenait de l'avoir vue une fois il y a longtemps en fauteuil roulant à côté de sa mère, mais de tels incidents avaient cessé depuis longtemps. Un autre voisin a dit « Nous pensions qu'il se débrouillait seul » et a ajouté qu'il n'avait jamais remarqué l'arrivée de travailleurs sociaux. En fait, personne n'a vu de signe que la famille s'occupait de la réhabilitation de la fillette. Des examens médicaux supplémentaires ont soulevé encore plus de questions. Les experts ont découvert chez Anna une émaciation grave et une déshydratation critique. Ils ont souligné une forte carence en nutriments et un fort déséquilibre d'éléments importants dans l'organisme. Selon leur dire, de tels problèmes sont facilement évitables avec des soins normaux et une consultation opportune de médecins. Une attention particulière des enquêteurs a été attirée par les nombreuses escarres sur le corps de la fillette. Ces plaies étaient profondes, avec des signes d'infection bactérienne, et se sont évidemment formées non pas sur quelques jours,
mais sur de nombreuses semaines. Les experts ont souligné qu'avec une attention médicale minimale, ces lésions auraient pu être prévenues ou guéries à des stades précoces. Les infections causées par les escarres avaient fortement affaibli l'organisme d'Anna et l'avaient rendue extrêmement vulnérable. Cela réfutait complètement la version des parents d'une détérioration soudaine. Les enquêteurs ont étudié attentivement les commentaires du médecin légiste, qui a expliqué que l'état de la fillette indiquait clairement l'absence à long terme de la thérapie et des soins minimalement nécessaires. Les documents confirmaient également qu'il aurait existé des possibilités de survie si les parents avaient permis aux médecins et aux spécialistes d'accéder à Anna. Les experts s'accordaient à dire qu'une hospitalisation ou au moins des visites à domicile de médecins auraient pu améliorer significativement la situation. L'enquête a révélé que la famille, malgré ses faibles revenus, aurait pu recevoir une aide d'État gratuite. La loi leur garantissait l'accès à des services infirmiers, des lits spéciaux et des moyens de réhabilitation. Cependant, les parents avaient rejeté le soutien il y a environ 4 ans, déclarant qu'ils n'avaient pas besoin d'ingérence extérieure. La vérification des pharmacies a également montré que les parents n'achetaient pas de médicaments spéciaux ou de produits pour les soins des escarres. Normalement, dans de tels cas, il y a des ordonnances régulières pour des antiseptiques et des préparations anti-inflammatoires. Mais ici, rien de tel n'a été trouvé. Aucun achat lié à l'état d'Anna n'a été enregistré dans les pharmacies voisines. Dans la chambre d'Anna, les enquêteurs n'ont pas non plus trouvé de signes d'alimentation spéciale ou d'apport hydrique adéquat, nécessaires dans ces maladies. Les aliments dans la maison étaient en standard, plutôt destinés aux adultes, sans adaptation particulière pour un enfant nécessiteux. Cela était également confirmé par les reçus de magasins trouvés dans la maison. Il était important de comprendre pourquoi les parents ne s'étaient pas adressés à des organisations caritatives ou à des institutions d'État qui fournissent gratuitement des moyens et des équipements nécessaires. Aucune demande à de telles organisations n'a été enregistrée. Les employés de fondation ont confirmé que la famille ne leur avait jamais demandé d'aide et ne les avait même pas informés de l'existence d'un enfant malade. Toutes les informations recueillies par les enquêteurs brossaient un tableau triste. Anna était restée longtemps sans soins médicaux appropriés. Formellement, elle figurait sur la liste des patients nécessitant un soutien. Mais en fait, personne n'avait essayé de l'aider. Les enseignants de l'école n'ont pas non plus reçu d'informations sur son état, car les parents avaient cessé de répondre aux appels et aux messages. Ainsi, l'enquête a obtenu une clarté totale. Anna n'avait pas reçu l'aide nécessaire pendant des années. Les voisins ne l'avaient donc pas vue depuis longtemps, et l'examen médical confirmait une négligence à long terme de la santé de la fillette. Selon les spécialistes, elle aurait eu une chance de vie normale si les parents n'avaient, il ne faut pas ignorer les instructions des médecins et avaient cherché un soutien en temps opportun. Ces conclusions sont devenues la base d'une qualification plus sévère de l'affaire. Les enquêteurs ont commencé à considérer ce qui s'était passé comme le résultat d'un isolement conscient de l'enfant et d'un refus total d'aide. La police a entamé une vérification détaillée de la façon dont les parents avaient utilisé les subventions et pourquoi ils n'avaient pas pris de mesures pour sauver leur fille. Personne ne doutait plus qu'on aurait pu aider Anna si les parents avaient montré de la sollicitude et profité de l'aide à laquelle ils avaient droit en vertu de la loi. Plus l'enquête avançait, plus l'image de la négligence des besoins d'Anna devenait claire et tragique. Malgré les affirmations des parents selon lesquelles ils auraient prétendument fait tout leur possible, les preuves parlaient un langage complètement différent. Chaque nouvelle conversation avec les parents durait longtemps et était pleine de tension. La mère répétait d'une voix fatiguée « Nous étions dans une situation sans issue. Nous n'avions ni argent, ni force. » Tandis que le père évitait les réponses directes et ne parlait que de la situation financière difficile de la famille. Pendant ce temps, les techniciens criminels examinaient soigneusement la chambre où Anna avait passé les derniers mois de sa vie. Ils examinaient les draps, les tapis et les sols, recueillant des échantillons. Les examens de laboratoire ont confirmé que la chambre n'avait pas été nettoyée depuis longtemps. Sur les surfaces s'étaient accumulées des couches de saleté et des traces organiques qui ne pouvaient se former qu'après une longue absence de nettoyage. Les experts ont expliqué à l'unanimité qu'avec des soins appropriés, de tels résultats n'auraient pas été possibles.
Les parents se sont embrouillés lors des interrogatoires dans leurs déclarations sur la fréquence à laquelle ils nettoyaient la chambre d'Anna. La mère affirmait qu'elle nettoyait tous les jours, tandis que le père disait qu'il n'était pas au courant parce qu'il était rarement à la maison. La situation réelle dans la chambre parlait de quelque chose de complètement différent. Les photos prises sur les lieux montraient le chaos et la négligence, et les objets éparpillés partout rendèrent la pièce presque impénétrable. Cela ne correspondait pas aux affirmations des parents concernant des soins réguliers. Pendant tout ce temps, la police ne s'est pas précipitée pour accuser officiellement les parents. Il était important de vérifier soigneusement combien de temps la fillette était restée sans soins adéquats. Les enquêteurs ont découvert qu'Anna avait cessé d'apparaître dans la rue il y a environ 1 an et que ni infirmières ni travailleurs sociaux n'avaient été vus par aucun des voisins. La mère affirmait avec persistance avoir invité des médecins, mais prétendument personne n'était venu. Cependant, une vérification des services sociaux et de la polyclinique a révélé qu'aucune demande n'avait été reçue de la famille. Une attention particulière a été accordée au matelas sur lequel la fillette était couchée. Les experts y ont découvert de profondes couches de saleté et ont fait remarquer que de telles traces ne se forment qu'après une longue période sans mouvement et sans soin. Les techniciens criminels ont confirmé. Si Anna avait vraiment reçu une aide régulière, le tableau aurait été complètement différent. La police a vérifié les drogueries et établi que les parents n'achetaient pas de produits de nettoyage ou d'articles d'hygiène en grande quantité. Parallèlement, les transactions financières de la famille ont été vérifiées. Les enquêteurs ont établi que les parents recevaient régulièrement des allocations d'invalidité pour Anna, mais cet argent était rapidement retiré, sans trace de dépenses pour des traitements ou des soins. La mère justifiait cela par de grandes dettes, mais aucune preuve de l'existence de telles dettes n'a été trouvée. Le père évitait de parler d'argent et changeait rapidement de sujet lorsque la conversation tournait vers les finances. Les parents affirmant que prétendument la fillette allait mieux à la maison et qu'elle-même ne voulait aller nulle part. Mais les services sociaux ont confirmé que l'accès à la maison était bloqué depuis longtemps. Il y a un enregistrement d'un travailleur social. La mère n'ouvre pas la porte. Après cela, aucune tentative n'a été faite pour vérifier les conditions de vie de l'enfant, car la famille avait formellement rejeté l'aide. Peu à peu, le tableau est devenu absolument clair. Les parents ne s'occupaient ni de la chambre ni de l'enfant, le personnel médical ne confirmait aucune demande, et les pharmacies n'enregistraient aucun achat de préparation nécessaire. Les voisins ne remarquaient aucun signe d'aide extérieure pour la famille. Ainsi, il est devenu évident que les paroles des parents s'écartaient complètement de la réalité. À ce stade, l'enquête s'approchait de la solution. Les parents évitaient délibérément les vérifications externes, vivaient isolés et ne prenaient pas de mesures pour améliorer les conditions de vie d'Anna. Les enquêteurs ont commencé à soupçonner que derrière ce comportement, il n'y avait pas seulement une impuissance financière, mais aussi le manque de volonté des parents de s'occuper de l'enfant. De nouveaux rapports médicaux ont confirmé qu'Anna aurait eu toutes les chances d'éviter la tragédie si les parents avaient suivi les règles élémentaires de soins. Cela a conduit la police à parler à nouveau avec les parents, cette fois avec des questions dures et inconfortables. Lors de ces conversations, les enquêteurs ont montré aux parents des photos de la maison, des documents financiers et des résultats d'examen. Peu à peu, toutes les voies vers des justifications se sont fermées. Les parents ne pouvaient plus expliquer de manière plausible pourquoi ils n'avaient pas profité de l'aide gratuite à laquelle ils avaient droit en vertu de la loi. La mère a de nouveau parlé de sa fatigue et le père a admis qu'il n'avait pas complètement compris la gravité de la situation. Mais les enquêteurs trouvèrent de plus en plus de preuves que les parents auraient pu demander de l'aide, mais ne l'ont obstinément pas fait. Ainsi, l'enquête est arrivée au point où la police était prête à porter des accusations officielles. Mais avant, ils ont décidé de clarifier définitivement tous les détails et de recueillir une base complète de preuves. Entretiens avec des proches, documents financiers, rapports d'experts. Tout cela a permis de créer une image complète de la façon dont Anna a été progressivement privée de soins minimaux. La solution finale était proche. La cause de la tragédie ne résidait pas dans la pauvreté ou des circonstances extérieures,
mais dans la réticence délibérée des parents à remplir leurs devoirs. Ils continuaient à insister sur leur innocence, mais la quantité de preuves recueillies témoignait de manière convaincante qu'une aide opportune n'avait pas été fournie à la fillette. Les enquêteurs n'attendaient plus que la décision finale du procureur pour transférer l'affaire au tribunal. Lorsque les médecins légistes ont finalement annoncé leur conclusion, il est devenu clair que la mort d'Anna n'était ni soudaine ni inévitable. Le rapport officiel a confirmé « La fillette est morte d'un choc septique causé par de nombreuses escarres et un empoisonnement général de l'organisme ». Cette conclusion a complètement changé la perception de toute l'histoire, car elle prouvait que la tragédie aurait pu être évitée. Les spécialistes ont expliqué que les escarres se sont développés progressivement et ont conduit à de graves infections en raison de l'absence totale de soins et de conditions hygiéniques. Les médecins ont souligné qu'une aide opportune ou au moins des soins médicaux minimaux auraient considérablement augmenté les chances de survie d'Anna. Cependant, les parents évitaient les contacts avec les médecins et les services sociaux par crainte de questions inutiles et de conséquences possibles. L'enquête a révélé que les parents n'avaient jamais appelé d'ambulance pendant tout ce temps, n'étaient pas allés à l'hôpital et n'avaient même pas essayé d'utiliser l'assistance sociale disponible. Voisins et personnel scolaire ont confirmé que mère et père cachaient la situation réelle de toutes les manières possibles et évitaient le contrôle externe. Les subventions qui entraient régulièrement sur leur compte bancaire n'étaient-elles pas dépensées pour les besoins médicaux d'Anna. Sur la base de toutes les preuves recueillies, les enquêteurs sont arrivés à une conclusion sobre. Il s'agissait d'une inaction consciente des parents qui comprenaient les risques mais n'ont pas pris de mesures pour sauver leur enfant. C'est pourquoi la police et le parquet ont porté des accusations de maltraitance d'enfants avec des conséquences graves. Initialement, la version d'une mort par négligence a été discutée, mais les faits ont obligé les enquêteurs à envisager également des accusations plus graves. Lorsque les parents ont comparu à nouveau devant les enquêteurs, on les a officiellement informés qu'ils étaient en état d'arrestation. Les enquêteurs leur ont présenté les résultats des rapports, les témoignages de médecins et de spécialistes, qui confirmaient clairement la longue absence d'aide médicale. Le père a tenté de se justifier en disant « Nous ne savions pas que c'était si grave ». Mais ces paroles ont été réfutées par des documents de la polyclinique où figuraient des instructions claires sur les soins. La mère a de nouveau évoqué le manque d'argent, mais le parquet a rappelé que les parents ne s'étaient jamais adressés aux services sociaux qui auraient pu fournir une aide gratuite. Le rapport des experts médicaux est devenu le tournant de toute l'enquête. Il indiquait clairement un lien direct entre l'inaction des parents et la mort d'Anna. Le choc septique a été causé par de graves infections des escarres, qui ne pouvaient survenir que dans des conditions de manque prolongé d'hygiène et de soins. Après l'arrestation, mère et père ont été conduits au centre de détention provisoire. Le parquet a déclaré officiellement que les actions des parents constituaient de la maltraitance d'enfants ayant conduit à la mort de l'enfant. La version originale d'une mort accidentelle a maintenant complètement perdu sa pertinence. Les dossiers de l'enquête parlèrent d'un caractère conscient de l'inaction. Ainsi, l'enquête officielle a confirmé que la mort d'Anna n'était pas une tragédie inévitable, mais un résultat direct de négligence et d'évitement conscient de l'aide de médecins et de services sociaux par les parents. La peur des vérifications et la réticence à laisser entrer des étrangers dans la maison sont devenues la raison principale pour laquelle Anna n'a pas reçu les soins nécessaires pendant si longtemps. Lorsque la police est intervenue, il était déjà trop tard. Le rapport final était catégorique. La mort d'Anna est le résultat d'une négligence systématique et d'une ignorance consciente des recommandations médicales. La famille recevait formellement des subventions, mais ne les utilisait pratiquement pas aux fins prévues. L'arrestation des parents et le transfert de l'affaire au tribunal sont devenus la conclusion logique d'une longue et douloureuse histoire d'enquête. Les dossiers de l'affaire ont été transmis aux journalistes et aux organisations publiques pour attirer l'attention sur le problème et prévenir des tragédies similaires à l'avenir. Services sociaux et police ont souligné la nécessité d'une intervention opportune et ont rappelé l'existence de nombreux programmes et fondations prêts à fournir une aide gratuite aux familles avec des enfants gravement malades. Finalement, les parents ont été traduits en justice pour maltraitance d'enfants ayant conduit à la mort de l'enfant. L'affaire est officiellement passée à la phase judiciaire
sans exclure un durcissement de l'article d'accusation. Au moment de la conclusion de l'enquête officielle, il n'y avait plus de doute. La tragédie ne s'est pas produite en raison de la maladie incurable d'Anna, mais à cause de l'indifférence et de l'inaction criminelle de ses plus proches parents. Lorsque les spécialistes du service médico-légal ont commencé à préparer soigneusement le corps d'Anna pour le transport, ils ont fait une découverte horrible qui a choqué même des experts expérimentés. Au moment où ils ont essayé de soulever la fillette du lit, il est devenu clair que sa peau avait littéralement fusionné avec la housse du matelas. La situation était si critique qu'il était impossible de séparer le corps sans intervention chirurgicale. Les médecins ont confirmé par la suite que les tissus et la peau avaient été gravement endommagés en raison du long séjour dans une position et de l'absence totale de soins. Les experts ont expliqué qu'un tel état ne se produit que lorsqu'une personne n'est pas déplacée pendant une longue période et ne reçoit pas même une attention médicale minimale. Les escarres sur le corps de la fillette étaient devenues si profondes qu'elles avaient provoqué une nécrose, faisant fusionner la peau avec le tissu du matelas. Dans les documents, les médecins légistes ont directement indiqué que la cause était le mépris à long terme des mesures d'hygiène de base et des recommandations médicales. C'est précisément ce fait qui a été cité par les enquêteurs et les juges comme l'une des preuves les plus claires de négligence de la part des parents. Même des spécialistes expérimentés ont été horrifiés par la gravité de ce qu'ils ont vu. Pour séparer correctement et soigneusement le corps d'Anna du matelas, il a fallu faire appel à des médecins supplémentaires ayant des compétences chirurgicales. Dans le rapport, il a été noté que cet épisode tragique a nécessité un travail supplémentaire, car le tissu du matelas était devenu partie intégrante de la peau endommagée de la fillette. Cet épisode est devenu un moment clé dans l'enquête et a laissé l'impression la plus profonde sur tous les participants à l'affaire. Si auparavant quelqu'un pouvait penser que les parents avaient simplement manqué le moment de la détérioration de l'état de la fillette, maintenant toutes ces versions ont été complètement détruites. Les médecins légistes ont souligné que de telles lésions ne surviennent qu'en cas de manque prolongé de soins et d'ignorance totale de l'aide médicale. Dans le rapport final, ce détail a été mis en évidence comme une confirmation décisive de la gravité avec laquelle les parents avaient négligé l'état d'Anna. Les experts ont confirmé qu'avec une attention minimale et des soins réguliers, un développement aussi terrible aurait pu être évité. L'analyse des lésions a permis de déterminer combien de temps l'enfant était resté immobile. Enquêteurs et criminalistes ont qualifié cette affaire comme l'une des plus graves de toute leur carrière. Ainsi, il est devenu définitivement clair que la fillette avait été maintenue dans des conditions de saleté complète et sans aucun soin élémentaire. Pour les enquêteurs, ce fait a fermé pour toujours la question de la casualité ou de la soudaineté de ce qui s'est passé. Toute explication des parents selon laquelle ils n'auraient prétendument pas eu le temps de remarquer la détérioration a été complètement réfutée par l'état du corps. Après avoir terminé toutes les procédures pour sécuriser et documenter les preuves, l'équipe d'experts a remis les documents à l'enquête avec la note que de tels cas sont extrêmement rares et témoignent manifestement d'une inaction prolongée et constante. C'est précisément cette terrible découverte qui est devenue le dernier argument, le plus convaincant, contre les parents, après lequel personne ne pouvait plus dire qu'ils n'avaient simplement pas eu le temps d'aider leur fille.